Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la norme ou bien de la notation JSON. Alors JSON, c'est pour JavaScript Object Notation. C'est une notation conçue à la base pour permettre de créer des objets ou bien pour faire de la programmation orientée objet en JavaScript. C'est une notation assez simple. Alors avant de voir son côté données semi-structurées, nous allons voir un exemple de base sur JavaScript. Ensuite, nous allons parler comment cette notation a été utilisée euh, pour créer des données semi-structurées ou bien pour échanger des données semi-structurées. Alors, si je veux créer par exemple un objet, soi-disant j'ai un point. Un point se caractérise avec deux propriétés, soi-disant les coordonnées x et y, x avec la valeur 100 et y avec la valeur, je ne sais pas, prenons 150. Alors, cette notation suffit pour créer un objet en JavaScript. Ce n'est pas la peine de créer une classe ou d'utiliser le mot-clé new. Il suffit tout simplement, si enfin, je ne veux pas créer plusieurs instances du même objet, il me suffit de faire la déclaration suivante. Alors, j'ai deux propriétés, x et y. La séparation, c'est avec le virgule. Et pour définir, associer la valeur, c'est en utilisant les deux points. C'est aussi simple que ça. Alors, si je veux afficher mon objet, alors je vois qu'il s'agit bel et bien de mon objet x et y avec les deux valeurs. On distingue les deux propriétés x et y. Je peux accéder à chaque attribut à part. Par exemple, si je fais p.x, j'accède à la valeur 100 qui est la valeur de la propriété x. Alors, je peux accéder aux différentes propriétés en utilisant le point, exactement tout comme en Java, où on accède aux différentes propriétés et aux différentes méthodes en utilisant le point, l'opérateur point. Alors, voilà, ceci c'est la notation. Alors, au début, comme j'ai dit, c'était une notation pour créer des objets en JavaScript, mais avec le temps, on a commencé à l'utiliser pour échanger des informations entre les clients et les serveurs, ou bien les clients et les services sur le web. Nous avons toute une famille enfin, une approche de programmation orientée service qui se base sur le JSON. Et par la suite, on a commencé à utiliser cet format pour sauvegarder, pour stocker des données dans des SJBD non SQL. Alors, on utilise cette notation pour sauvegarder ou bien pour créer des bases de données non SQL, des bases de données semi-structurées. Alors pour voir la différence entre XML et JSON, on peut prendre l'exemple suivant. Ceci est un fichier XML bien formé. Nous avons la racine qui est employée avec S pour dire plusieurs employés. Et nous avons plusieurs employés. Nous avons la balise ouvrante employé fermante. Pour chaque employé, nous avons un attribut qui est code et trois nufis qui sont le nom, le prénom et l'adresse. Pour chaque élément, bien sûr, pour le distinguer, nous avons une balise ouvrante et une balise fermante, comme pour employé et comme pour la racine. Donc, nous avons une balise ouvrante et une balise fermante. Pour l'attribut, nous utilisons l'égal, l'opérateur égal pour affecter la valeur au code. Bien sûr, ici, normalement, on devait avoir 1, 2, 3, mais bon, c'est un exemple. L'équivalent JSON pour ce fichier XML sera comme suit. Alors, nous avons une racine employée, nous avons un tableau d'employés. Alors, je peux choisir de mettre les deux, ou bien de laisser les deux, ou bien de laisser l'un et supprimer l'autre. Mais juste pour être conforme, que nous avons une racine avec une autre balise. Pour chaque employé, on possède les quatre propriétés, nom, prénom, adresse et code. On voit qu'on ne distingue pas entre, on n'a pas le moyen ou bien la possibilité de distinguer entre l'attribut et un nufis, un élément. Pour JSON, tous les quatre éléments sont des attributs. Alors nous avons seulement des attributs. Nous avons la virgule pour créer la liste, donc pour dire que j'ai quatre attributs, on sépare avec la virgule. Nous n'avons pas besoin d'une balise fermante, c'est une définition de propriété. Ensuite, nous avons le deux points pour séparer entre le nom de la propriété et sa valeur. On voit que c'est un format assez simple, le parsing est assez simple, nous avons des symboles très limités, l'acculade pour l'objet, le crochet pour le tableau, pour dire que j'ai plusieurs éléments,
élément, j'ai le deux points qui séparent l'attribut de sa valeur, et bien sûr, j'ai la virgule pour dire que j'ai plusieurs éléments. Alors, côté parsing, c'est assez simple, mais côté format, c'est assez limité. On ne distingue pas entre un élément fixe et un attribut, un simple attribut. On ne distingue pas entre les différents types de données, enfin, d'une façon claire. Nous avons, par exemple, ici, on ne déclare rien comme type d'attribut. C'est pas comme une variable, on a un type, on n'attribue pas de type, c'est seulement le nom de l'attribut et sa valeur. Et finalement, enfin, on manque d'un moyen de validation. Si on parle d'XML, je peux définir un fichier DTD, je peux définir un schéma XML XSD pour pouvoir valider un fichier XML pour dire est-ce qu'il respecte tel ou tel format ou pas. Malheureusement, en JSON, on n'a pas ça. En fait, ça n'entre pas dans le cadre. On n'en a pas vraiment besoin lors de l'échange sur Internet pour dire est-ce que ce document respecte une structure donnée ou pas. Mais quand même, nous n'avons pas un standard reconnu par la W3C et qui permet de valider un document JSON. Alors, ceci dit, nous allons voir un exemple sur l'utilité et comment JSON a permis de donner lieu à une nouvelle approche de programmation des applications web. Alors, je vais prendre un exemple traditionnel avant de passer vers un exemple basé sur JSON. Alors, traditionnellement, si j'ai une application web, je vais prendre l'exemple suivant. J'ai par exemple les données qui sont des employés. Un employé possède un nom et un prénom. Et je suppose que j'ai les données sur plusieurs employés, que ce soit à partir d'une base de données, ou bien d'un fichier XML, ou bien d'un fichier Excel, peu importe. L'essentiel que j'ai une source de données à partir de laquelle je récupère les données de plusieurs employés. Maintenant, je veux afficher la liste de ces employés à mon client. Alors, la méthode la plus simple de faire, c'est de faire une boucle for each. Et par la suite, pour chaque employé, j'ajoute un élément LI à ma liste UL. Et la liste LI va contenir le nom et le prénom. Alors, si je vais exécuter cet exemple, je vais démarrer un serveur PHP local pour 80. Voilà, le serveur est démarré. Alors, je vais faire 127.0.0.1.8.8. Et voilà. J'ai ici l'affichage. Donc, on zoome un peu. J'ai la liste des employés et j'ai l'ensemble des quatre éléments. On revient vers le code. Alors, j'ai 4 employés et c'est la boucle for each qui va permettre de créer ou bien de remplir ma liste, de créer les 4 éléments LI, LI, LI et LI. Alors, si c'est une architecture traditionnelle, alors ce qui s'est passé, nous avons une seule requête HTTP qui demande la page index.php et nous avons une seule réponse qui est une page HTML qui regroupe à la fois les données et la présentation. Alors ici, les données, ce sont les données des employés, c'est l'objet employé avec S qui regroupe plusieurs instances de la classe employé avec, pour chaque instance, nous avons un nom et un prénom. Alors, ces données sont mélangées avec les éléments de présentation, c'est-à-dire le code HTML. L'idée d'avoir une div, ensuite un h3, ensuite UL, et avec des LI. On a un mélange entre la présentation et les données. C'est par la suite, dans mon projet, je suis obligé de changer la classe employé ou bien de mettre à jour la classe employé. Je serai obligé de toucher aussi différents fichiers, comme ici index.php, qui est un fichier de présentation. Normalement, c'est une interface utilisateur. Je serai obligé, si je change le modèle, qui est la couche donnée, je serai obligé de changer au niveau des fichiers de l'interface graphique, alors l'interface utilisateur qui sont le code HTML. Alors, on ne sépare pas entre le modèle, on n'a pas de séparation claire entre le modèle et la présentation, et ça rend notre code très difficile à maintenir.
Alors, voyons une autre approche. Alors, je vais arrêter ce serveur. Je vais me diriger vers un autre dossier. Je vais démarrer de nouveau le serveur. Et maintenant, on voit bien que nous avons le même résultat. Donc, vous voyez clairement que c'est exactement le même résultat. Alors, l'utilisateur final ne va pas apercevoir un changement ou bien une différence entre les deux solutions ou bien les deux architectures. Mais il y a une grande différence. Alors, voyons le principe, ensuite nous allons voir le code. Alors, maintenant, je vais essayer de séparer la présentation des données. Pour cela, je dois avoir deux requêtes vers le serveur. La première requête va demander exclusivement le fichier XML ou bien la partie présentation. Ensuite, je vais faire une deuxième requête qui va demander les données. Alors, je ne vais pas demander une seule page ou bien une seule réponse qui sera un mélange entre les deux, mais par contre, je vais essayer de séparer et de demander la présentation, d'afficher l'interface graphique. Par la suite, je vais remplir l'interface graphique après une deuxième requête qui va demander les données auprès du serveur. Alors, le code pour faire ça, alors j'ai deux fichiers maintenant, un fichier index HTML, on voit clairement que ce HTML, donc il ne contient pas de code PHP. Nous avons un serveur ou bien un code qui manipule les données qui est employé.php. Alors si je vois le fichier index, il ne contient pas de PHP, mais il ne contient pas aussi de données. Nous voyons clairement que la liste UL est une liste vide, mais qu'est-ce qu'il fait? Nous avons une demande getJSON. C'est une demande, on appelle ça de l'Ajax, si vous voulez lire sur ça. C'est une requête Ajax, c'est une requête à l'intérieur d'une page qui va demander auprès de employé.php un ensemble de données. Ensuite, for each, pour chaque élément de cet ensemble de données, nous allons créer un élément LI et nous allons l'attacher à la liste avec le ID list. On voit bien ici la liste avec le ID list. Mais le remplissage ou bien la création d'une LI se fait à travers JavaScript et les données jusqu'à maintenant ne sont pas présentes sur cette page. Les données sont récupérées à partir de cette page. Alors, si on jette un coup d'œil sur la page PHP, nous allons voir la déclaration de notre classe, la récupération des données. Comme j'ai dit, normalement, il devait y avoir une requête vers une base de données, un parsing de la requête, de résultat d'exécution de la requête select, etc. L'essentiel, on va se retrouver à la fin avec un tableau employé. Par la suite, qu'est-ce que je fais? Je crée un tableau JSON à partir de ce tableau employé et tout simplement, j'envoie la réponse. C'est tout ce que je fais. Donc, le code employé PHP ne cache pas la partie présentation. Il ne contient que les données. Il fait une requête, il récupère les données sous forme d'objets. Ensuite, il va les encoder sous format JSON. Et on voit la réponse. Donc, cette réponse sera récupérée par cette fonction. Ensuite, je n'ai pas besoin de parser les données parce que ce sont déjà des données JSON. Alors, je fais tout simplement, j'ai directement l'accès employé.nom et employé.prénom. Donc, on n'a pas du parsing. Et c'est ça l'intérêt par rapport à XML, c'est que JavaScript comprend directement les données sous format JSON et il n'y a pas d'étape de parsing. On peut faire un parsing, si j'ai des données textuelles par exemple, je peux faire json.parse, mais la plupart du temps, si j'ai un fichier JSON bien formaté, alors je n'ai pas besoin de faire du parsing, je peux utiliser directement, ce sont des objets JavaScript, je peux les utiliser directement et je peux accéder directement aux propriétés. Alors j'ai ici les propriétés employé.nom et employé.prénom directement utilisables. Et ça donne exactement le même résultat, mais avec un code
qui sépare entre les deux. Maintenant, si j'ai des changements côté serveur, je peux modifier donc la structure de la classe employée, je peux changer comment je récupère les données, mais la partie interface utilisateur ne va pas être affectée. Alors je peux mettre la partie données comme je veux. Tant que je respecte les appellations nom et prénom, l'interface graphique sera toujours capable d'afficher ou bien de créer la liste des employés d'une manière correcte. Je peux accéder directement pour voir aussi employé.php pour voir une réponse JSON. Alors voilà la réponse du serveur. Alors c'est une réponse JSON tout simplement. Alors employé.php ne crée pas de l'interface graphique, ne manipule pas des éléments HTML. Tout ce qu'elle fait, cette classe ou bien ce script, tout ce qu'elle fait, c'est de créer un tableau JSON et de l'envoyer au client qui est un client HTML. Le client HTML va l'afficher tout simplement et ainsi sur ce, j'ai une séparation claire entre le client et le serveur. Cette séparation sera le fondement de tout un mode de programmation, sera le fondement de plein de bibliothèques ou bien d'API comme Angular, comme Vue.js, comme Express.js. Donc il y a plein de bibliothèques qui permettent de créer des clients. Et ensuite, vous avez la liberté de programmer le serveur comme vous le voulez. Donc ces clients vont demander un tableau JSON ou bien des informations JSON du côté serveur. Et ensuite, ils vont les parser ou bien les afficher, les affecter à des interfaces graphiques. C'est aussi le mode de fonctionnement de la plupart des sites que vous voyez, comme Facebook, comme Twitter, etc. Tout se base sur des données ou d'un échange entre un client et un serveur en utilisant JSON. Et c'est de là que JSON a pris de l'ampleur et est devenu de plus en plus utilisé. Maintenant, JSON est utilisé même pour stocker des données dans des bases de données non SQL. Et chaque jour, chaque année, il prend plus de l'espace et il remplace de plus en plus XML. Donc, XML est de moins en moins utilisé à cause de JSON. Et il faut dire que on possède plein de méthodes, plein de fonctions. Par exemple, sur PHP, comme vous avez vu, il suffisait d'utiliser JSON-8 en code, d'appeler cette fonction pour créer un tableau JSON à partir d'un tableau de données. Donc, c'est très simple par rapport à la création d'un fichier XML. Alors, JSON est plus facile à créer, et plus facile à manipuler, et plus facile à lire, donc par rapport à XML. Alors j'espère que l'idée est claire. Si vous n'avez pas compris une partie, vous pouvez envoyer vos questions. Je vais publier aussi, vous allez trouver sur la page de cours, vous allez trouver les deux projets. Donc le projet exemple avec JSON et exemple sans JSON que vous pouvez exécuter, soit sur NetBeans ou bien sur d'autres environnements d'exécution. C'est indépendant. Après tout, c'est des fichiers PHP et des fichiers HTML. Bien sûr, j'espère que vous allez réviser cette partie parce qu'elle fera partie de l'évaluation, Inch'Allah. Parce que c'est important. Donc, j'espère que vous allez pratiquer un peu pour voir. Donc, cette partie, elle est très intéressante. C'est pour ça que je vais l'intégrer lors de l'évaluation, donc l'examen de 5-6, je pense, le 5 juin, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.